Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wiesemann et aujourd'hui dans le studio avec moi, à ma gauche, le responsable des programmes à l'école de la bourse, Gérard Impour. Bonjour Falco, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Et à ma droite, le président de la FAT, Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Alors, bienvenue Laurent. Donc qu'est-ce qu'on a comme thème aujourd'hui dans le studio, dans notre émission? On va parler de la BCE, de la Fed, du CAC 40, du S&P, de l'euro-dollar, l'économie en général et aussi du Corée du Nord en fait avec Gérard. Ça va être intéressant. Donc tu vas nous parler aussi des entrées et des sorties du CAC 40 et Laurent va annoncer le gagnant de notre grand jeu, l'investisseur de la semaine. Beau gagnant. Voilà, magnifique investissement encore cette semaine. Mais on commence comme d'habitude avec notre première rubrique, le bilan de la semaine. Alors Gérard, de quoi faut-il s'inquiéter? Alors d'abord, c'est la rentrée pour les banques centrales et c'est la rentrée pour les banquiers centraux qui ont un peu de mal à renouer avec la réalité, un peu comme Laurent et moi-même, parce qu'on était tellement mis en vacances. C'est une rentrée difficile pour la Fed dans la mesure où 4 des 7 membres qui sont des membres votants du Federal Open Market Committee, c'est-à-dire du comité de politique monétaire, sont sur le point d'être changés. Et donc, on a quand même quelques incertitudes sur les prochaines nominations. Et puis, au niveau de la Banque Centrale Européenne, on a appris au cours de ces derniers jours, cette semaine, que le prochain rendez-vous serait en octobre. On nous annoncerait les nouvelles mesures visant à normaliser, c'est le terme qu'on utilise pour expliquer qu'on va réduire les liquidités qui sont investies sur les marchés ou un jour on remontera les taux d'intérêt. Et donc on nous annonce donc effectivement qu'au mois d'octobre, on saura quelles sont les nouvelles mesures prises par la Banque Centrale Européenne pour, à l'image de la Fed, normaliser sa politique. Alors la grande difficulté, c'est que les marchés n'y croient pas. Ils n'y croient pas, ils sont persuadés que parce que l'inflation sous-jacente et n'arrive même pas à atteindre les 2%, eh bien, les banquiers centraux vont être obligés d'utiliser une balance de pharmacien, d'être extrêmement précautionneux dans leur changement de politique. Alors, ça se traduit par des forwards, c'est-à-dire des taux à terme qui restent extrêmement faibles ou très proches des niveaux actuels. Alors, il y a un danger là, c'est celui de sous-estimer la volonté des banquiers centraux, tenant compte d'une réalité qui est une croissance économique mondiale aux États-Unis, en Europe, qui est plutôt bien établie, eh bien, qu'on n'a plus besoin des béquilles des politiques monétaires. Et donc, les remontées des taux vont continuer, j'en suis persuadé, et le rétrécissement des politiques de quantitative easing de même. Donc, la difficulté, le danger, c'est de se retrouver comme la situation de 1994, où Greenspan avait annoncé qu'il allait remonter ses taux d'intérêt, les marchés n'y ont pas cru, on a eu un crack obligataire, les taux 10 ans américains sont remontés de 6 à 8% sur l'année 1994. Voilà le danger, voilà l'incertitude. Merci beaucoup Gérard. Donc on va regarder tout de suite avec Laurent ensemble les conséquences sur la CAC 40 en fait. Alors sur le CAC 40, Falco, cette incertitude est en train d'être progressivement levée. En tout cas, c'est la perception qu'en ont les opérateurs, puisqu'on a effectivement un CAC 40 qui depuis maintenant 5 jours est dans une phase de rebond. Et on peut signaler dès maintenant que les indices américains sont également très forts. A signalé hier le S&P qui a fait un nouveau plus haut historique. Donc c'est vrai qu'on a des investisseurs qui examinent de près la posture, la stratégie des banques centrales, mais qui pour le moment n'anticipent pas beaucoup d'agressivité de leur côté, à tort ou à raison. On verra ça un petit peu plus tard dans l'année. BCE 26 octobre, Fed 13 décembre. On va voir effectivement comment l'automne se déroule. Alors, dans ce contexte, on a malgré tout un CAC 40, on l'a dit, qui est dans une phase de rebond. On en a parlé ensemble sur ce plateau la semaine dernière. Ce rebond continue. On arrive maintenant proche d'une zone de résistance importante. Je vais zoomer un petit peu le graphique pour vous montrer effectivement cette zone entre 5200 et 5230. Cette zone, elle est importante parce que si le CAC arrive à dépasser cette résistance, alors les probabilités pour qu'il aille sur les sommets du mois d'avril
sont importantes. Il va y avoir une vraie bataille sur cette zone de résistance. Pour le moment, on était un petit peu dans le mou, c'est-à-dire que c'était facile de monter. Maintenant, il va vraiment falloir que les acheteurs montrent leur détermination et soient capables donc de franchir ce barrage. Hier, on a eu une très belle journée sur l'indice parisien, ouverture en gap haussier, donc confirmation du rebond. Comment essayer de mettre en œuvre cet appétit des investisseurs pour le CAC 40 ? Eh bien, c'est un petit peu difficile puisque vous le voyez sur le chart, on est loin des niveaux de stop. Alors, on est proche de la résistance maintenant à 5200 points, raison pour laquelle je ne recommanderais pas d'acheter sur ces niveaux. On peut attendre, en espérant qu'il aura lieu, un repli sur cette zone, c'est-à-dire 5145 points, c'est la borne haute du gap haussier. Si on avait la chance d'avoir un repli sur cette zone, on serait environ à 2% du stop qui se place sous 5048 et on viserait donc le haut de cette zone à 5230, ce qui nous donne un ratio rendement-risque intéressant. Tout ça pour dire qu'on est toujours acheteur sur le CAC 40. On attend un repli et pour mettre en œuvre donc cette stratégie, nous avons choisi un turbo call de code ZP40B. Merci beaucoup Laurent. Donc avant que je vous présente cette turbo call sur le CAC 40, je vais vous dire la phrase classique que je vous dis à chaque émission, que les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc on regarde ensemble le turbo call sur le CAC 40, ZP40B qui a ce matin un levier de 29,23, une échéance de 15 décembre 2017, son prix d'exercice désactivant à 5040 points et son prix de vente ce matin à 1,64 €, CAC 40 à 5201,50 €. Voilà, c'était tout pour ce produit d'investissement et on continue avec, produit leverage, pardon, on continue avec Gérard et le bilan de la semaine. Alors le deuxième point, c'est finalement le bilan qu'on peut faire des économies européennes ou américaines. Lorsque les Européens regardent leur économie, ils se désolent lorsqu'ils comparent leur économie avec l'économie américaine et ils se consolent. Ils se consolent parce que l'économie européenne est plutôt en début de cycle de croissance économique, qu'elle devrait, surtout grâce à ces échanges internes à la zone euro, obtenir une croissance économique d'au moins 2%, qui sera, comme en 2016, certainement supérieure à la croissance économique américaine. Et donc finalement, on a une sorte de comparaison, de concours de beauté, et aujourd'hui encore, on préfère revenir sur l'euro plutôt que rester sur le dollar, même si les choses peuvent fluctuer. En tous les cas, la semaine dernière était à nouveau marquée par ce renforcement de l'euro contre le dollar, et maintenant nous allons très certainement avoir les explications techniques et justement les prévisions techniques de Laurent sur le sujet. C'est ce que je crois en tous les cas. Je suis tout à fait d'accord. Alors Laurent, qu'est-ce que dit l'analyse technique sur l'euro-dollar en fait? Alors l'analyse technique nous dit que effectivement l'euro est toujours dans une phase d'appréciation face au dollar. On remarque néanmoins une baisse de momentum. Qu'est-ce que c'est le momentum? C'est la vitesse. Et alors qu'on a eu un printemps et un été où l'euro était extrêmement vigoureux face au dollar américain, on voit que la progression continue, mais que la vitesse d'appréciation, elle, ralentit. On voit cette décélération par l'expression donc de l'ADX. C'est un indicateur technique qui, lorsqu'il baisse, ne dit pas que le marché se renverse, mais simplement que la vitesse ralentit. Et là, vous le voyez bien, on a un ADX qui baisse depuis la mise en place donc de cette consolidation haussière. Ça consolide, mais ça continue de monter. On n'a pas de figure de renversement sur l'euro-dollar. Donc, vous savez que nous privilégions toujours les stratégies qui s'inscrivent dans la tendance, raison pour laquelle on va essayer d'acheter cet euro-dollar, pas sur les prix, sur les cours actuels. À mon sens, il y a de fortes probabilités pour que l'appréciation de l'euro maintenant face au dollar fasse une pause et qu'on rentre dans une sorte de trading range. J'ai tracé à l'écran ce biseau pour montrer qu'on était
potentiellement dans un contexte de très court terme d'épuisement. Si cette oblique haussière était enfoncée, alors on rentrerait effectivement en consolidation et nous essayerions dans ce cas-là de payer l'euro face au dollar, mais bien plus bas, c'est-à-dire vers la zone des 1,1750 qui est en ligne de clôture, le point de départ de ce wedge, de ce biseau ascendant. Autrement dit, on attend pour le moment un repli de l'euro face au dollar. Si on a effectivement des cours qui reviennent sur 1,1750, alors on aura un point d'achat. Le stop se place, vous le voyez, sous ce niveau de support à 1,1650 et on vise une toute petite cible. C'est un petit trade parce qu'on l'a dit, nous pensons que l'euro est maintenant en consolidation. Autrement dit, on paye 1,1750 pour viser les 1,20 voire les 1,2030 pour le moment, guère plus. Donc, dans ce contexte, Falco, de hausse sur l'euro-dollar, on va préconiser l'achat d'un turbo infini best call de code XT27B, comme je l'ai dit, sur un niveau de prix plus bas, autour de 1,1750. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo infini best call XT27B sur l'euro-dollar qui a ce matin un levier de 18,18, un prix d'exercice en et désactivant de 1,1346 et son prix de vente ce matin 55 centimes pour un euro-dollar à 1,1962. Et on continue le bilan de la semaine avec Gérard. Donc géopolitique, le climat et tout ça. Oui, bien Corée sûr. du Nord. Je crois qu'effectivement, le feuilleton de la Corée du Nord a occupé une bonne partie de nos médias au cours de la semaine, concomitamment avec, bien sûr, les tempêtes qui ont causé des dégâts significatifs dans un certain nombre de zones. On y reviendra tout à l'heure à propos de l'économie américaine, mais ça ne sera pas sans conséquences sur toute une série d'éléments. Et puis, bien entendu, il y a le coût en matière d'assurance et puis il y a le coût humain qui n'est jamais négligeable. Donc voilà, une semaine difficile entre géopolitique et problèmes climatiques qui devraient perdurer encore dans les temps à venir. Merci beaucoup Gérard. Donc Laurent, vous voulez nous dire quelque chose sur le Nasdaq 100, je crois, non? Oui, cette semaine je me suis intéressé au Nasdaq 100 parce que c'est vrai qu'il y a de l'inquiétude et de l'incertitude avec la Corée du Nord et les ouragans. Et pourtant, les marchés s'en fichent. On a une volatilité implicite aux États-Unis sur le S&P qui tourne autour de 10,75, autrement dit très basse. On a eu hier un rebond du dollar face au yen, le yen qui traditionnellement est acheté par les investisseurs comme valeur refuge. On a donc un appétit pour le risque qui est en train de se manifester, des investisseurs qui font fi de ces inquiétudes. Je le disais en début d'émission, un S&P qui a fait un nouveau sommet historique hier. S&P que nous avons acheté la semaine dernière dans le cadre donc de cette tendance haussière qui est lente mais qui est malgré tout bien réelle. Et donc cette semaine on ne va pas acheter le S&P. Si vous avez acheté le produit qu'on a recommandé, conservez-le. Et on va cette fois-ci faire une recommandation sur le Nasdaq 100. Pourquoi? Eh bien parce que le Nasdaq est fort, les valeurs technologiques sont fortes aux États-Unis et par conséquent on a là aussi un indice qui est très fort puisque vous le voyez sur mon chart, on a des cours qui sont vraiment à quelques points des plus hauts historiques. Alors vous le voyez, on a eu sur le Nasdaq un début d'année qui était fort, l'été a été beaucoup plus mou, malgré tout on a une pression acheteuse qui se manifeste. Comment la voyons-nous cette pression acheteuse? Eh bien regardez, on avait cette résistance à 6000 points sur le Nasdaq, le marché est venu tester une première fois cette résistance, le repli a été minuscule puisque les cours se sont tout de suite arrêtés sur 5885 points ici et hier on est reparti à l'assaut de la résistance avec à la clé potentiellement un franchissement et des nouveaux plus hauts historiques sur le Nasdaq. On a une moyenne mobile à 100 périodes qui reste bien orientée, qui est haussière. On a un MACD qui a recroisé
à la hausse. Autrement dit, le petit triangle que vous voyez ici en bleu, qui est une figure de consolidation, devrait se solder par un breakout haussier et un Nasdaq qui repart à la hausse. Deux manières d'intervenir sur ce marché qui est sous une résistance. Pour ceux qui sont hardis, ils payent le Nasdaq sous la résistance parce que dès qu'il y aura le breakout, les prix seront beaucoup plus élevés et ce sera moins intéressant d'acheter l'indice. Le problème, c'est que si ça ne franchit pas, on prend un risque. Deuxième alternative, on attend le breakout pour avoir effectivement la confirmation. On payera le produit plus cher, mais là pour le coup, on aura vraisemblablement plus de chances de réussir. Donc après, c'est à la discrétion de chacun en fonction de votre money management et de votre profil d'investisseur, de savoir comment vous avez quel désir vous avez d'intervenir, quel mode opératoire vous allez choisir. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est que nous sommes acheteurs sur le Nasdaq et que nous avons choisi un Varan Call de code XF07B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan Call sur le Nasdaq 100 XF07B qui a un levier ce matin de 24,66, une échéance de 15 décembre 2017, un prix d'exercice à 6200 et c'est un prix de vente ce matin de 69 centimes pour un Nasdaq 100 à 5989,10. Et on continue avec notre prochaine rubrique maintenant, les tops et les flops. Alors Gérard, quelles actions sont dans les tops en fait? Alors, les sociétés qui ont cassé la baraque cette semaine sont relativement nombreuses. Je les ai classées en trois groupes, trois sous-groupes. D'abord, le groupe des énergéticiens, qui comprend EDF et Engie. On a l'impression que ce secteur qui a beaucoup souffert en bourse ces dernières années ne demande qu'une chose, c'est à remonter. Donc EDF, malgré toutes ses difficultés, ça demeure le dossier industriel principal des pouvoirs publics aujourd'hui, a profité entre autres de l'annonce d'un marché qu'on essaierait de doper au niveau du marché du CO2 européen. Et puis Engie lui a profité finalement de la vente, une sorte de soulagement, de la vente de la participation que l'État avait prévu de vendre. Donc d'une certaine manière, on sait que l'État ne vendra plus rien pendant un bon moment. Donc le cours on a profité. En plus, l'autorité de la concurrence a déclaré que Engie vendait son énergie à un prix conforme à son prix de production. Donc les inquiétudes qu'on avait sur une éventuelle condamnation au niveau des tarifs d'Engie sont levées. Donc premier sous-secteur, les énergéticiens. Deuxième secteur, les SS2I, Sociétés de services en ingénierie informatique. Que ce soit Altran ou que ce soit Soprasteria, on a là des sociétés qui bénéficient de la croissance économique de la zone euro et puis de l'international. Et avec Soprasteria, focus sur une société dont 25% du chiffre d'affaires, mon cher Falco, est consacré aux banques. Et alors que les banques cherchent à faire leur révolution numérique, si j'ai bien lu les échos au cours de la semaine dernière, eh bien on a là une société qui est capable de relier les agrégateurs de comptes, les fintechs et les banques traditionnelles. Donc il y a beaucoup de chiffres d'affaires en vue et de nouveaux contrats pour Soprasteria. Et enfin les situations spéciales, à la fois Vallourec qui est une sorte de penny stock, qui souffre bien entendu avec l'évolution des investissements qui ont été beaucoup réduits dans l'exploration et l'exploitation du pétrole. Et puis ST Microelectronics. Alors là, pour ST Micro, toutes les bonnes fées se sont penchées sur son berceau cette semaine. À la fois parce que les résultats au niveau du premier semestre ont été excellents, le T2 est excellent, le T3 menace d'être très bon. On a là un équipementier d'Apple et Apple cette semaine devrait nous annoncer aux merveilles l'Apple 8 ce soir. Et X. Voilà. Donc on a un équipementier qui se porte bien et dont les puces à la fois vont dans les téléphones mais aussi dans tous les objets connectés et dans les automobiles. Donc une activité qui va très bien, chiffre d'affaires qui se développe bien, une marge qui s'améliore et cerise sur le gâteau, on le verra tout à l'heure, une entrée dans le sein des saints, c'est-à-dire dans le CAC 40.
Excellent. Merci beaucoup Gérard pour les tops. Donc on va regarder avec Laurent tout de suite Engie. Effectivement, nous avons sélectionné cette semaine Engie, premièrement parce que le secteur des services aux collectivités est un secteur qui est fort, avec des composants qui sont dans de belles tendances et qui surperforment actuellement. Et Engie est à l'image du secteur, autrement dit une tendance haussière qui est bien construite. Vous le voyez, une moyenne mobile à 50 périodes qui vient bien arbitrer les creux, un MACD qui reste toujours orienté à la hausse et un titre qui fait un nouveau sommet dans la dynamique enclenchée depuis le début d'année. Alors là encore, sur Engie, pas de timing immédiatement pour payer le titre. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine accélération haussière. Idéalement, là encore, vous savez que j'aime bien sur les marchés me comporter comme dans la vie, c'est-à-dire j'aime les soldes et par conséquent, si je peux payer Engie moins cher, eh bien je ne m'en priverai pas. Alors le risque, c'est toujours de ne pas voir le titre se replier, mais en l'occurrence, si on avait la chance, l'opportunité d'avoir un retour sur ce niveau à 14,37 €, qui est cette zone proche de l'ancien sommet, eh bien ça serait une très belle occasion de rentrer à l'achat sur le titre, avec un stop qui est sous 13,75. Effectivement, si la dynamique haussière reste de mise, les cours n'ont plus rien à faire sous ce niveau à 13,75. Autrement dit, on paye 14,37, stop sous 13,75 et on vise dans un premier temps 15,55 et 16,30. Donc dynamique haussière sur Engie, donc vous l'avez compris, un variant call, lequel, eh bien c'est le WX09B qu'on a choisi cette semaine Falco. Merci beaucoup Laurent. Donc un variant call sur Engie WX09B qui a un levier de 11,77, une échéance de 15 décembre 2017 et son prix d'exercice de 15,50 € et son prix de vente ce matin 8 centimes pour Engie à 14,99. Voilà, donc là où il y a des tops, il y avait aussi des flops et on va continuer avec Gérard. Et les flops. C'est ça, passons aux soi-disant mauvais élèves de la classe, en tout cas ceux qui ont moins réussi la semaine dernière. Donc la première valeur, c'est ADP, rapport de Paris, dont on se rappelle que tout va bien depuis que les uns les autres nous avons retrouvé l'envie de voyager avec des avions qui sont encore beaucoup plus pleins qu'ils ne l'étaient autrefois et avec quelques problèmes pour passer les frontières, surtout lorsqu'on n'est pas Schengen compliant. Et donc ADP qui effectivement fait une pause cette semaine. On peut penser et rappeler ici que ADP fait partie du portefeuille de participation de l'État français, que l'État souhaite vendre non seulement un peu de Engie mais d'autres valeurs, et ADP fait partie de ces valeurs qui viennent en premier, en tous les cas, lorsqu'on évoque les futures privatisation entre guillemets, ou vente d'une partie de participation de l'État. Et donc on peut penser que cette situation pèse un peu sur le titre, le douche un peu. Sinon Orange est un peu dans la même situation, avec là encore une participation de l'État que l'État qualifie à la fois de non stratégique et de prioritaire. On va aller savoir ce qu'il faut en entendre par là, mais en tous les cas, Orange pourrait aussi, lui, voir une partie de la participation de l'État vendue en bourse. Technip, lui, fait partie des sinistrés du pétrole et nous a annoncé au cours de la semaine, a fait une sorte d'alerte sur les résultats, sur 45% de son chiffre d'affaires, excusez du peu, tout ce qui est subsea. Et là encore, il annonce que l'activité est moindre que celle qu'il avait annoncée il y a déjà quelques mois. Et quant à Nokia, lui, il n'a pas eu de chance, puisqu'on a rentré ST Microelectronics dans le CAC 40, il fallait sortir quelqu'un, c'est Nokia qui est sorti. Et on peut imaginer aussi là que l'annonce a pu peser légèrement sur le cours du titre. Voilà pour les quelques flops que j'ai pu repérer au cours de la semaine dernière. Merci beaucoup Gérard. Donc on va regarder avec Laurent ensemble ce qui fait ADP. Effectivement, alors j'ai choisi cette semaine ADP à l'achat, malgré le fait que ce soit un flop. Premièrement parce que le titre est dans un trading... Parce que ça a été un flop la semaine dernière, c'est le bon moment. Effectivement,
on a un trading range, on est proche du support, premier argument. Deuxième argument, ADP fait partie du secteur industriel qui est un bon secteur actuellement, qui performe bien, qui surperforme le marché. Et puis par ailleurs, on a effectivement un timing là pour le coup sur ADP. Ça veut dire qu'on peut se porter acquéreur du titre d'un produit maintenant, puisque vous le voyez, c'est vrai qu'on ne fait plus rien depuis le mois de juin, mais après quelle hausse sur ADP, c'était un petit peu normal que les opérateurs reprennent leur souffle. Mais vous le voyez, ce trading range, en fait, c'est de l'accumulation. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de courant acheteur significatif, mais pour autant, personne ne vendait. Et dès qu'on arrivait sur la zone des 140, 135 euros, tout de suite, on avait des opérateurs qui en profitaient pour revenir à l'achat. Autrement dit, une communauté financière qui regarde de près le titre et qui profite chaque fois qu'il y a un petit repli pour passer à l'action, en l'occurrence à l'achat. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que ce trading range est une zone d'accumulation qui va permettre au titre d'ici peu de temps de dépasser la résistance et d'aller vers une cible à 160 euros, cible qui a été calculée de manière assez simple par la hauteur du trading range reporté à partir du point de rupture. Donc, à l'achat sur ADP, une stochastique en bas, vous le voyez, qui est survendue et qui croise à la hausse. Autrement dit, on a priori fait le point bas, on se dirige vers 150 et on peut par conséquent payer maintenant ADP. On a choisi un VAR en call de code XO47B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est le VAR en call sur ADP XO47B qui a ce matin levé de 6,54. Son échéance, c'est le 16 mars 2018. Son prix d'exercice, 160 euros. Son prix de vente ce matin, 34 centimes pour ADP à 143,65. Donc, on va parler tout de suite de notre jeu d'investisseur de la semaine. Donc, comme vous savez, vous pouvez participer à ce jeu chaque mardi. Vous allez juste sur notre site internet, choisir un produit duquel vous pensez que c'est le meilleur produit pour cette semaine. Et lundi soir, nous, on va regarder si vous avez eu raison. Et si vous avez raison, et si vous avez choisi le produit avec la meilleure performance, vous allez gagner cette jolie tasse que je vous montre évidemment. Il y a déjà certaines qui ont la gagné. Cette semaine encore, il y a quelqu'un qui l'a gagné en fait. Et Laurent va nous annoncer cette personne qui l'a gagné en fait. C'est qui Laurent ? Alors, eh bien, le gagnant de la semaine, Falco, c'est Jean-Pierre qui a fait un très beau trade avec un produit dont nous avons parlé ensemble sur ce plateau, le Turbo que nous avons évoqué donc la semaine dernière, un Turbo Call sur le CAC 40. Rappelez-vous de l'émission de la semaine dernière, que disions-nous ? Eh bien que nous avions donc un rebond qui s'amorçait sur le CAC 40 et que nous avions envie de payer moins cher le CAC 40 et nous avons évoqué ce prix de 5070 pour rentrer à l'achat. Eh bien, Jean-Pierre a suivi notre recommandation et il a acheté le produit recommandé sur le niveau recommandé et il a hier, de mémoire, Falco, je crois, fait une plus-value de plus de 100%, 112%, je crois, ce qui est véritablement un exploit. Quand on voit à quel point le CAC 40 ne fait rien, arriver à sortir 112% du marché dans ces configurations, ça montre à la fois toute la pertinence des produits et également tout le talent de Jean-Pierre pour effectivement avoir mis en œuvre cette stratégie correctement. Bravo Jean-Pierre, 112%, c'est vraiment un exploit. Et Jean-Pierre boira la tasse. Ah oui, il aura la tasse. Et en fait, on devrait aussi donner une tasse à Laurent parce que c'est lui qui fait l'analyse. Oui, je crois. Et qui a donné les bonnes idées à Jean-Pierre. Donc, merci beaucoup aux deux d'avoir participé et d'avoir cette bonne analyse du CAC 40. Et voilà, on va voir qui va être le heureux gagnant la semaine prochaine. Donc, on continue avec notre prochaine rubrique, le Focus. Donc Gérard, il y a des entrants et des actions qui sortent du CAC 40, c'est ça ? Oui, Falco, on rappellera ici que 4 fois par an, à des dates qui sont précisées à l'avance, le comité scientifique du CAC 40 se réunit et examine les composants des différents indices, donc le fameux CAC 40. Les deux critères qui servent à sélectionner les valeurs qui rentrent dans le CAC 40 sont toujours les mêmes, à la fois l'importance de la capitalisation boursière et aussi l'importance des échanges, donc la liquidité sur le titre. Donc à l'aune de ces deux caractéristiques, de ces deux caractères, Nokia a été prié de sortir et ST Micro a lui été promu.
On aura donc 3 autres fois dans l'année, enfin 4 fois dans l'année, toujours la même chose. C'est rendez-vous extrêmement important où on apprend quelles sont les valeurs qui vont continuer ou contribuer à l'évolution du CAC 40 et puis celles qui sont un peu des anges déchus et qui vont se retrouver dans, en général, le CAC Next 20. C'est-à-dire les 20 capitalisations et en termes d'échange qui suivent les valeurs du CAC 40. Donc l'équipe réserve. Donc rien n'est perdu pour Nokia et bienvenue à ST Microelectronics qui revient, c'est en retour, on l'a déjà connu, en équipe première. Merci beaucoup Gérard. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai entendu, il y a quelque chose qui sent un peu mauvais, non? Eh ben, il y a le diesel qui sent pas très bon. Le Dieselgate qui se rapproche d'une autre valeur après, bien sûr, Volkswagen et éventuellement Renault. Bon, on a Peugeot qui aujourd'hui fait l'objet d'une enquête de la direction de la répression des fraudes qui accuse PSA d'avoir triché aussi comme d'autres constructeurs automobiles. Et puis, comme Laurent Albi nous a déclaré tout à l'heure, c'est une parole qui restera historique, j'aime les soldes. On peut dire que Bernard Arnault s'inscrit dans cette longue tradition et lui aussi il aime les soldes. Et il a donc profité d'un très fort repli de l'action Carrefour pour se renforcer au capital. Donc voilà les deux éléments, le focus qui me semblait intéressant de rappeler au cours de cette semaine où on s'est ennuyé ferme, mais où il s'est passé quand même un certain nombre de choses. Parfait, merci Gérard. Donc on va passer à la prochaine rubrique à ne pas manquer. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer dans le monde de la semaine prochaine? Les banques centrales, il y aura seulement la Grande-Bretagne, la vieille banque centrale de Londres qui va se réunir. On n'attend pas grand-chose, donc on sera peut-être surpris, mais en tous les cas, on regardera de plus près le niveau d'inflation qui s'est beaucoup calmé après la forte baisse du sterling contre autres monnaies. Mais moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est de regarder les statistiques américaines. Parce qu'après les deux ouragans qui sont passés sur une partie des États-Unis, on devrait avoir au niveau, par exemple, de l'inflation, des éléments nouveaux, ne serait-ce que par exemple le prix du pétrole, non pas du pétrole, mais de l'essence qui a beaucoup augmenté à la pompe. Donc ça devrait avoir un certain effet sur l'IPC. Les ventes de détail ont été fortement touchées, à la fois par un repli très important des ventes de véhicules neufs. On a autre chose à faire quand un ouragan passe qu'à acheter un véhicule neuf. Les prix de l'essence devraient bien surjouer à l'inverse du dégonflement des ventes d'automobiles. La production industrielle, on se rappellera qu'en 2005, l'ouragan Katrina avait fait baisser de quasiment 1,8% la production industrielle, parce que quand vous avez de l'ouragan qui passe quelque part, ça vous détruit quand même vos capacités de production. Et puis, cerise sur le gâteau, on a l'indice de confiance du Michigan. Et là, l'indice de confiance du Michigan, on devrait quand même avoir un indice de confiance en fort repli, ne serait-ce que parce que les inscriptions au chômage sont en très forte augmentation, eu égard aux conséquences, là encore, des ouragans. Voilà pour les États-Unis. La zone euro, quand je me compare, je suis très content de moi. On devrait avoir un chiffre sur la production industrielle en juillet qui devrait être correct, même si nos cousins germains allemands, mon cher Falco, nous ont un peu déçus au niveau de la production industrielle de ces derniers mois. On espère qu'ils se sont repris, qu'ils ont retrouvé le chemin de la production. Voilà, ils sont peut-être aussi en vacances, c'est possible. Tout arrive. Bon, merci beaucoup Gérard pour cette rubrique à ne pas manquer et merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous. On est déjà à la fin de notre émission. Les vacances, on l'a pas vu passer. Exactement. Et il me reste de vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour notre émission 100% marché. C'est le 19 septembre à midi, notre prochaine émission. Et cette semaine, 14 septembre à 17h, le webinaire revue technique des marchés avec Laurent Albi. Cette fois-ci à 17h, donc inscrivez-vous et participez à notre webinaire. On va regarder encore plein de valeurs intéressantes pendant ce webinaire et faire plein d'analyses chartistes. Gérard Laurent fait ses soldes, rejoignez-le, suivez-le, follow. On va trouver des soldes ensemble. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire Gérard? Il faudra faire une revue de marché en fait avec Gérard aussi. Ah, sûrement. Solde avec Gérard bientôt. Bon, on finit ici. Merci d'avoir suivi notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Et je suis content de vous retrouver la semaine prochaine. Merci Gérard, merci Laurent. Pour aujourd'hui. Merci Falco. Au revoir à tous.